Nelson Mandela disait que le sport a le pouvoir de changer le monde, il a le pouvoir d'unir les gens d'une manière quasi unique, le sport peut créer de l'espoir, là où il n'y avait que du désespoir, il est plus puissant que les gouvernements pour briser les barrières raciales. Une autre citation, celle de Hamad Ben Khalifa Al Thani, ancien émir du Qatar, il est plus important d'être reconnu au Comité international olympique qu'à l'Organisation des Nations Unies. Si le sport peut s'analyser comme étant un simple jeu, sans enjeu géopolitique, ces quelques citations permettent de démontrer que ce serait assez réducteur. Il peut être libérateur, permettre à un pays de briller, le temps d'une compétition ou bien seulement d'un match, avoir un impact allant au-delà du sportif et se répercutant au niveau des relations internationales. A l'inverse, il peut aussi nuire à l'image d'un pays, contribuer à l'ostraciser davantage politiquement. Cette arme, cette opportunité qu'est le sport, est progressivement devenu un véritable outil au service du soft power des pays, mais pas seulement. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'IEGA. Aujourd'hui, une chronique géopolitique un peu spéciale étant donné qu'on attaque une nouvelle série de vidéos sur la géopolitique et le sport. Cette première vidéo fera office de courte introduction pour illustrer au travers de 3 exemples historiques prenant place durant la guerre froide en quoi sport et géopolitique peuvent être liés. Dans de futures vidéos, nous pourrons également étudier la diplomatie sportive des pays du Golfe, tels que le Qatar et l'Arabie Saoudite. Alors bien entendu, nous parlerons du mondial au Qatar, et nous parlerons aussi de la stratégie menée par l'Arabie Saoudite récemment au niveau du football, mais nous étudierons aussi l'historique, le processus qui a amené à ces diplomaties sportives actuelles, et nous nous intéresserons aussi à d'autres sports en plus du foot. Pendant la guerre froide qui a opposé les superpuissances russes et américaines, ainsi que leurs alliés, nous avons pu voir que le sport a été mobilisé comme un moyen de soft power. Ici, les athlètes soviétiques et américains pouvaient incarner les modèles communistes et capitalistes et donner une forme physique à cette guerre froide au travers d'affrontements sur le terrain, comme lors des Jeux Olympiques. Dans un article de France Inter du 12 octobre 2018, Marie Mougin parle d'une stratégie de théâtralisation de l'exploit mise en place par l'URSS à partir des années 20, donc même avant la guerre froide, où l'athlète était devenu, je cite, le nouveau héros normatif de la culture soviétique. Ainsi, l'URSS a mis en place de nombreuses innovations techniques pour suivre au mieux ses sportifs et pour créer des champions dans de multiples sports. L'idée était de briller à l'international, et les Jeux Olympiques ont été une scène de choix où chaque victoire des athlètes de l'Union soviétique devait permettre de mettre en avant le régime communiste, là où les victoires des athlètes américains pouvaient être liées à un rayonnement du capitalisme. Cette instrumentalisation du sport a été si importante pour l'URSS que Staline a interdit à ses athlètes de participer aux JO de 1948 à Londres, estimant que les athlètes soviétiques n'étaient pas suffisamment prêts et qu'ils n'auraient pas assez mis en valeur leur patrie. L'Union soviétique a donc fait son entrée dans les Jeux Olympiques 4 ans plus tard, à Helsinki, en 1952. Durant ces JO, l'affrontement avec, notamment, les athlètes américains a eu un intérêt géopolitique majeur. En schématisant, nous pourrions dire que c'était le communisme face au capitalisme. Au final, l'URSS n'a terminé que seconde, derrière les États-Unis, mais cette compétition a néanmoins permis au modèle soviétique d'avoir un écho à l'international. En 1960, toujours en pleine guerre froide, pour le premier Euro de football, l'Espagne de Franco devait rencontrer l'URSS durant les quarts de finale, mais ce match n'aura jamais lieu. Il permet néanmoins d'illustrer que les tensions géopolitiques peuvent avoir un impact sur le sport et inversement. C'est très bien expliqué par Kevin Vessière dans Football Club Geopolitics, 22 histoires insolites pour comprendre le monde. Pour le contexte, durant la guerre civile espagnole, de 1936 à 1939, l'URSS avait soutenu l'armée populaire de la République espagnole contre le régime nationaliste franquiste, soutenu par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Alors si Franco a donc refusé le match qui devait opposer l'Espagne à l'URSS, il est possible que Franco ait eu peur que son équipe ne perde face à l'URSS, incarnant le communisme, ce qui, du moins idéologiquement, aurait été un coup dur pour son régime. Pour l'anecdote, l'équipe de l'URSS s'est donc qualifiée, et cet événement a bien permis de démontrer, à nouveau, les liens visibles entre sport et géopolitique. Pour finir sur ces quelques exemples qui ont pris place durant la guerre froide, nous pouvons parler de la diplomatie du ping-pong. Alors le nom est accrocheur, mais c'est quoi concrètement la diplomatie du ping-pong ? En 1971, les 31e championnats du monde de tennis de table ont eu lieu au Japon, à Nagoya. Par mégarde, un joueur de l'équipe américaine, Glenn Cowan, est monté dans le bus des joueurs chinois. Alors un joueur chinois, Zhuang Zedong, triple champion du monde, a débuté la conversation avec lui, et ils ont même fait une photo ensemble. Après les championnats du monde, la Chine s'est servie de cet événement pour inviter l'équipe américaine pour réaliser des matchs amicaux. Cette invitation est arrivée dans un contexte où la Chine souhaitait obtenir le siège de Taïwan à l'ONU, qu'elle a obtenu quelques mois plus tard.
Et côté États-Unis, les Américains étaient en pleine guerre du Vietnam. En 1972, donc l'année suivante, ce sont les États-Unis qui ont invité les joueurs chinois, et in fine, le président Richard Nixon en personne s'est rendu à Pékin pour rencontrer Mao Zedong. Cette diplomatie du ping-pong, initiée donc par un événement sportif, a pu rapprocher pour un temps, et toute proportion gardée, les deux pays, et donc avoir un impact positif au niveau de leurs relations internationales. Alors si leur lien reste très froid à nouveau aujourd'hui, cet événement reste malgré tout important historiquement. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui lance notre série sur le sport et la géopolitique. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo pour compléter cette série. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou à la partager, ça aide beaucoup. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique géopolitique.